Vous écoutez Chef, le premier podcast qui vous fait découvrir l'histoire personnelle, la vie des plus grands noms de la gastronomie française. Bonjour à toutes et à tous, nous y voilà. Je vais pas vous le cacher, cet épisode, ça fait longtemps que je l'attends. Quand on a commencé notre aventure avec ce podcast, j'avais coutume de dire « quand on aura Alain Ducasse à notre micro, c'est qu'on aura fait notre place ». Alors, je suis pas certain qu'on ait fait notre place, mais ce qui est sûr, c'est qu'un matin, on s'est retrouvé à 8h au Salon des Manufactures, à 2 pas du Palais Royal, et qu'il est arrivé. J'attends ce moment depuis le premier jour, car c'est un cas à part. Alain Ducasse, c'est pas un restaurant, c'est pas un chef triple étoilé. Je vous l'apprends pas, son nom, il est connu dans le monde entier. Les étoiles, il en compte une vingtaine, c'est d'ailleurs le chef le plus étoilé de la planète. Il a développé des écoles, des manufactures et à 66 ans, il continue de voyager dans le monde pour découvrir des saveurs, des savoir-faire, pour faire éclore de nouvelles idées. Il est à l'heure, évidemment. Aimable et courtois, mais regard laser, comme on dit, le voilà qui s'assoit et je comprends que cet entretien, il peut durer si j'arrive à provoquer chez lui de l'intérêt. Sa journée est chargée, comme celle de la veille et son lendemain, alors il va falloir jouer fin. Vous allez voir que très vite, l'échange va prendre une tournure inhabituelle. D'habitude, vous le savez, on part de l'enfance, on remonte le fil et on dessine chemin faisant la figure du chef et ainsi sa cuisine. Là, au bout de 5 minutes, j'ai compris qu'on ne pourrait pas suivre ce fil. Parler cuisine, pourquoi pas. De son parcours, bof. Alors me voilà vite contraint de changer mon fusil d'épaule pour parvenir à répondre à la question que je me pose depuis des années. Qui est Alain Ducasse ? J'ai une certitude. L'accident d'avion duquel il est seul à avoir échappé a changé sa vie. Et je suis persuadé que c'est de ce jour qu'il tire son énergie, sa boulimie qui lui fait vivre chaque journée à 1000%. Mais de ce jour, comme des autres, il parle peu. Et au fil de notre échange, dans cette joute qui a finalement duré quelques heures, je crois qu'on a éclairé beaucoup de ce qui fait sa personnalité. Alors écoutez bien car c'est le genre d'épisode où l'on entend ce qui est dit, mais aussi ce qui est tu. On peut compter comme toujours sur les créations musicales de Nathan Cohen. Marion Cazes est à la programmation, Pénélope Gualtieri m'a assisté au montage et je remercie au passage Emmanuel Perrier. Je m'appelle David Ordonneau, vous écoutez Chef, et il est temps maintenant de vous livrer le résultat de l'entretien le plus exigeant et peut-être le plus passionnant qu'il nous ait été donné de réaliser. Rien chez cet homme n'est commun, et ça tombe bien car son leitmotiv, c'est de faire différemment. Il n'est pas du genre à trembler devant une question, et on n'est pas du genre à lâcher notre ambition, notre question justement, qui est Alain Ducasse ? J'ai vécu toute mon enfance dans une ferme en Chalosse. La Chalosse, c'est la région vallonnée du sud des Landes, qu'on appelle souvent la Toscane du sud-ouest. Une zone giboyeuse de forêts, de rivières, d'agriculture diverses, de petites fermes. À 11h30 au printemps, on disait « Et qu'est-ce qu'on mange à midi ?» C'était la question « Et qu'est-ce qu'on mange à midi ?» Alors, on va au jardin. Au jardin, il y avait des petits pois qui étaient prêts, des pommes nouvelles, des oignons nouveaux. Et avec un morceau de lard du cochon de la ferme qu'on avait tué l'hiver, on faisait fondre un bout de lard, une cocotte en fonte, on mettait des petits pois, des pommes nouvelles, 3 oignons nouveaux, un peu de jus de poulet, un peu de jus de poulet qui restait. En fait, c'était une nourriture très végétarienne, une nourriture du peu en fait. On allait chez le boucher une fois par semaine, le dimanche, et pas tout le temps. Donc finalement, on se nourrissait de manière traditionnelle, comme certainement les voisins se nourrissaient. C'était, avec peu, on mange bon, et c'est bien. C'était déjà bien pour la santé et bien pour la planète. Alors bien sûr, le cochon était bien nourri et bien gras, mais on en mangeait peu. Il servait d'assaisonnement à la cocotte de petits pois et de légumes, bien sûr. Et très tôt, on s'entend les odeurs de la cuisine de ma grand-mère du dimanche, puisque j'avais la chambre dessus. Ça irrite ou ça séduit mes narines et je dis quelque chose qui me plaît de sentir cette cuisine. Et à 12 ans, je décide de devenir cuisinier sans être jamais allé au restaurant, mis à part pour la communion des cousines. Voilà. J'ai 12-13 ans. Je m'essaie à faire une bûche de Noël. Ça marche pas si mal, le biscuit sur un livre de cuisine ménagère. Hein. Je me souviens plus lequel, mais
Voilà, ça commence comme ça et je sais que j'ai toujours envie de devenir cuisinier et finalement je poursuis cette idée et pendant que mes copains de l'école en 3e, ils vont se diriger pour faire des études bien sûr et toi tu veux faire la cuisine et je dis et je veux faire la cuisine. Voilà. Et donc c'est au grand désespoir de ma mère qui voyait bien le fils aîné de la ferme reprendre traditionnellement la suite. Voilà, donc et elle me surveille jusqu'à après la 3e où je dis je veux m'en faire la cuisine. Donc elle m'envoie dans un routier pour essayer de me décourager et ça marche pas. Ça marche pas. C'était très certainement l'esprit de contradiction déjà. Donc j'ai poursuivi cette idée. Souvent dans ma carrière d'ailleurs, pas souvent mais une ou deux fois j'ai voulu arrêter parce que la difficulté de faire les heures, le temps à y passer dans des conditions économiques pas aisées. J'ai songé à un moment de faire autre chose, puis chaque fois j'y suis retourné avec beaucoup de plaisir. Finalement, je m'y suis trouvé bien. Il y a une obstination qui vous caractérise dès le début finalement. Voilà, vous auriez pu faire autre chose, vous vous lancez et ça va, vous allez dérouler. Là, vous nous parliez de l'adolescence, vous allez rentrer, il va y avoir le lycée hôtelier, vous n'allez pas jusqu'au bout du lycée hôtelier, je crois. Ça va pas assez vite. Je n'apprends pas assez vite. Mais ça, c'est très vous, ça. Oui. Ça vous caractérise. Oui, on va jamais assez vite en fait. Et du coup, vous vous dites quoi à ce moment-là? Oui, dites, en fait, je vais y aller. Je tape à la porte de Michel Guérard qui vient d'arriver depuis le pot-au-feu à Asnières dans les années 70. Il vient d'arriver à Eugénie-les-Bains. Christine Guérard et sa nouvelle épouse. Et voilà, donc je vais taper à la porte, j'apprends. Je vais travailler gratuitement d'ailleurs. Ça marche assez bien, ça, quand vous dites je veux bien travailler, mais c'est gratuit. Encore aujourd'hui? Oui, je pense que ça marche. Ouais. Voilà, j'y suis resté un moment. J'y ai rencontré Gaston Lenôtre qui m'a appris la pâtisserie. J'ai appris à faire des croissants avec Gaston, un matin, de bonne heure. Voilà, je me suis nourri sans cesse d'apprendre ce que je ne savais pas encore faire. Et c'est encore mon cas aujourd'hui. Je vais toujours essayer de goûter, voir. Tout voir, tout comprendre, tout apprendre, tout savoir. On est au tout début de la nouvelle cuisine. Il y a une espèce d'ouverture d'esprit essentielle. Cela me plaît, mais je sais que cela ne suffit pas. Roger Verger est en Méditerranée, il est un grand chef, donc j'y vais. Chapelle est aussi le grand chef de la cuisine lyonnaise. J'y pousse la porte aussi. Qu'est-ce qui vous plaît à ce moment-là? Parce que là, vous êtes dans les pas d'une extrême exigence, d'un esthète, de quelqu'un qui voilà, reconnu par tous. Oui, trop tôt disparu. Ouais. La cuisine dans les chapelles aujourd'hui serait encore contemporaine, parce qu'elle était simplement juste et indémodable. Et vous le dites elle est juste quand on a enlevé tous les superflus pour ne garder que l'essentiel. C'est ça l'école. Rien de ce qui est inutile ne doit venir rester en le plat. Et d'ailleurs, quand mes collaborateurs me proposent un plat, je lui dis « Dis-moi ce que tu vas enlever. Là, je vois qu'il y a beaucoup trop d'ingrédients. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi ?» Et alors, généralement, c'est « ça sert à quoi? Vas-y, dis-moi. Qu'est-ce que tu as apporté ?» Tu as apporté un peu de croustillant qui ne sert parfaitement à rien. Tu as apporté un peu de couleur, ça ne sert parfaitement à rien. C'est toujours trop est l'ennemi du bien, enfin. Affine le trait, enlève, réduit, pour que ça tombe juste. J'apprends chez la chapelle la juste sélection d'un produit. Sa juste préparation, sa parfaite cuisson, son parfait assaisonnement, sa parfaite température, la parfaite réduction du sucre ou du jus qui va avec, et quelle est la parfaite température, quel est le vin qui va parfaitement avec, et quelle est la température de ce vin, et quelle est l'harmonie de l'assiette dans laquelle on va dresser le produit. Bon, tout ça alors c'est perceptible par une minorité de clients, mais quand on séduit le client qui perçoit l'intégralité de ses attentions, on est dans la haute gastronomie. C'est ça la haute gastronomie française, c'est l'ensemble des ingrédients qui participent à faire comme plat. Ils passent du stade de bon à juste exceptionnel. Comment vous allez opérer la charnière entre ce moment d'apprentissage, ces moments d'apprentissage, de construction et votre passage à un peu plus d'indépendance? Qu'est-ce qui va faire de vous un chef? Ça, c'est après chez Alain Chapelle. Je pars et quand Roger Verger m'appelle dans ma campagne à Oxford pour me proposer de devenir chef 72 heures plus tard, et sur la route, je dis, bon, maintenant, qu'est-ce que je vais faire?
J'ai un repas pour des grands chefs. Tous les grands chefs sont là. Je sais pas, il y a une 15 ou 20 étoiles de la Côte d'Azur, de Nice à Mandelieu. Il y a les stars de l'époque qui viennent déjeuner. C'est Roger Verger qui me les amène pour déjeuner. Moi, je viens juste d'arriver. Et je suis bien ennuyé, donc je cours au marché et j'achète tous les légumes du printemps. Et je dis, qu'est-ce que je vais en faire? Je vais les cuire simplement, leur préserver leur goût originel, leur croquant, leur forme. Je fais une pâte qui est un support de base extraordinaire, une pâte de semoule de blé dur italienne qui a été fabriquée dans des moules en bronze pour garder la porosité, du cuit, du cru, voilà. Et on fait un plat de pâte aux légumes. Après, je fais une très belle volaille qui est fourrée sous la peau d'herbe. Je fais déjà des légumes farcis de légumes, il n'y a pas de viande. Je fais la tomate à la tomate avec l'aubergine à l'aubergine, l'oignon à l'oignon. Voilà. Et après, Roger Verger vient présenter ce jeune chef à ses confrères. Et là, il y a un jeune confrère qui a quelques années plus que moi, qui s'appelle Jacques Maximin, qui dit il devrait y arriver, le jeune. Jacques Maximin est devenu un ami, un confrère précieux. Et voilà, je me rappelle de ce moment, c'était la première fois que j'exécutais, que j'avais compilé ce que je savais pour faire finalement un déjeuner très simple, très juste, très essentiel, sans essayer d'épater la galerie, mais de mettre en scène ce que la générosité de la nature nous avait donné pour séduire le palais de ces chefs qui... Bon, déjà, ils avaient tout mangé, ils avaient déjà tout goûté, d'une certaine idée d'une cuisine française traditionnelle. Là, j'ai tout débranché pour dire, je vais servir la nature. Le cuisinier que je suis sert la nature. Mais c'est ça qui est très troublant, parce que en général, les chefs, quand ils sortent de leur apprentissage, quand ils sortent des pas des mentors qu'ils ont eus, il y a un temps de digestion. Vous auriez pu vous contenter de faire un déjeuner à la Chapelle, à la... Oui, non, c'est pas votre truc. Non. Et c'est pas possible, en fait. Je saurais refaire ce que j'ai appris, mais c'est pas l'objectif que je poursuis. Quels vont être les grands moments qui vont marquer et faire de vous le chef que vous allez devenir? Parce qu'il y a quand même quelques étapes. Pas de grands moments. Il y a continuer à trouver du plaisir dans le labeur. Pas facile, voilà. Donc c'est toujours s'étonner, toujours rester l'esprit curieux, vif, de jamais être blasé, être certain que demain, certainement, oui, demain, je pense que je vais faire un très beau dîner. Et je vous parle des grands moments de votre carrière, vous me parlez de ce que vous allez faire demain. C'est marrant quand même. Oui, mais le grand moment de ma carrière, c'est ce que je vais faire demain. Enfin, demain, je vais au Salon du Livre à Brive. Et je suis au milieu des écrivains. J'ai rien à faire là. Je n'ai rien. Vous avez sorti un livre quand même. Hein? Vous avez écrit un livre quand même. D'accord, mais j'ai regardé les stars qui sont au Salon du Livre à Brive demain. Sincèrement, je vais me mettre dans un coin du Salon du Livre pour dédicacer mon histoire, mais j'ai rien à voir avec... mais bon, je vais cohabiter, mais avec beaucoup de plaisir. Vous me parlez de demain et du Salon du Livre, mais les étoiles... Ah, mais c'est un moment, oui. Ouais, mais demain, il n'est pas vécu. Ça vous intéresse pas les moments qui sont déjà vécus, en fait? Mais non, parce que ce qui m'intéresse, c'est demain. C'est-à-dire, 5 minutes après avoir vécu un grand moment, je suis reparti sur autre chose. Et alors, dans la recherche de quoi? D'un moment plus grand? D'autre chose. D'une différence? Je n'ai pas encore goûté, je n'ai pas encore vu de ce que je ne sais pas encore. Voilà. Comment vous définiriez ce que vous faites aujourd'hui? Parce que très vite, vous avez compris que vous pouviez être ailleurs. Que sortir d'une cuisine, ce n'était pas être moins chef, mais c'était l'être différemment. Oh, mais j'ai compris, le déclencheur. L'élément déclencheur, c'est quand je suis cloué sur mon lit d'hôpital et que je ne sais rien faire d'autre que la cuisine. Et donc, physiquement, je suis incapable de la faire, je suis obligé de la penser. Et je m'aperçois que finalement, la maîtrisant bien, on peut l'exprimer parfaitement et l'écrire. On est le 9 août 1984, Alain Ducasse a pris place à bord d'un Piper à steak et il doit depuis Cannes rejoindre Courchevel où il doit ouvrir un nouveau restaurant, le Byblos. Il a 28 ans. L'avion va s'écraser non loin de Chambéry. Des 5 passagers, il sera le seul à survivre, retrouvé in extremis grâce à l'obstination d'un pilote d'hélicoptère. Son corps est brisé, il est transfusé sur place, puis rapatrié.
1 an d'hôpital, 13 opérations. On pense qu'il ne remarchera pas et ne retrouvera jamais la vue, tandis que lui, du fond de son lit, commence à écrire la suite de l'histoire. Une carte, ça commence en écrivant le plat. Pendant que j'écris le plat, je sais le canard que j'ai envie. Pour le faire, je sais la sauce, l'aigre doux de la sauce, pas trop épicé, le côté sirupeux, qu'est-ce qu'on pourra boire avec, qu'est-ce qu'on va faire de la peau, qu'est-ce qu'on va faire de la cuisse. On avait dans sa parfaite cuisson, sans en dévoyer le goût originel, en essayant d'en préserver sa translucidité. Voilà. C'est sujet, verbe, complément. J'ai en tête, à ce moment-là, quand j'écris un plat, j'ai en tête très précisément à 95% le goût du plat. Après, il faut le transmettre à cette équipe. Et c'est certainement cet élément déclencheur qui me fait dire je ne sais pas faire autre chose, donc je suis bien obligé de penser la cuisine depuis mon lit d'hôpital. Et c'est comme ça, certainement. En ayant été mobilisé pendant tous ces mois. Mais vous auriez pu avoir le réflexe de revenir en cuisine et de vous dire je manque et j'y reste. J'y suis retourné. Non, mais mais ça, bien sûr. J'y suis retourné. Oui, mais je sais que je peux faire autre chose. Voilà. Et puis quand j'ai 3 étoiles à Monaco, 5 minutes après, je sais que je vais faire autre chose. Je sais que j'ai envie de faire autre chose. C'est le syndrome de et après, en fait. 2 fois 3, me dit c'est bon, ça te va. J'ai dit non, maintenant je veux faire autre chose. C'est toujours la quête de savoir si je peux faire autre chose. Si j'ai... Bon, ça s'est passé tout le temps comme ça. Ça vous touche ces moments, ça vous flatte, ça vous fait un truc. Parce que quand on est dans l'après... 5 minutes. 5 minutes et après, ok, c'est fait. Ça, c'est... Je me suis débarrassé d'un dossier, j'y suis arrivé, c'est pour savoir si je sais faire. Et après. Et là, quand on a fait les biscuits, on n'a pas fini les biscuits. Hein. On a du travail. Oui, parce qu'on peut le dire ainsi, Alain Ducasse s'est mis en tête il y a quelque temps de faire des biscuits. Comme avec les glaces et le chocolat, il conçoit des manufactures pour préserver un savoir-faire, innover sur ces terrains du goût qui l'amusent. Et quand Alain Ducasse s'amuse, ça veut dire qu'il cherche et qu'il attend un résultat. On est à 85%. Et je pense que les 15% pour arriver à 100, c'est au moins 85% d'énergie supplémentaire. Ces 15%, c'est inversement proportionnel. Plus qu'inversement proportionnel, il va falloir ramer pour arriver. On n'y est pas. Mais ça fait le job. Voilà. Ma biscuitière, la Flora, elle s'applique. Elle sait où je veux aller. Elle le sait. Donc, il y a un peu de travail. La transmission, du coup, c'est quelque chose qui s'intègre très vite dans votre histoire comme une perspective. Oui, mais la transmission, c'est de faire participer les collaborateurs pour les embarquer. Moi, je n'aurais pas fait le biscuit sans mes collaborateurs. Sans Flora, sans Arnaud, enfin tous ceux qui ont participé, qui ont amené... je savais que je voulais je savais depuis le départ que je voulais une friabilité, une granulométrie, un goût différent. Oui. Je vais chercher le beurre qui est 5% meilleur que les autres. On va chercher le sucre qui est 5%, la farine et le blé, machin. Donc déjà, 5 plus 5 plus 5, si on a 6 ingrédients qui sont 5% meilleurs que les autres, ça fait 5 x 6, 30, donc ça fait 30%. Donc c'est en rajoutant des strates, finalement, oui, est-ce que c'est différent ? Oui, c'est différent, parce qu'on a rajouté des différences. On a fait une compilation, sans cesse. Qu'est-ce que vous leur transmettez à toutes vos équipes ? Parce que maintenant, vous en avez dans le monde entier, en activité, et des gens qui sont... Non, mais l'envie de grandir, l'envie de progresser pour eux, professionnellement, personnellement, économiquement. Voilà. J'aimerais bien maintenant, quand il y a un collaborateur qui s'en va, je dis toujours, est-ce que tu as prévu ta suite ? Est-ce que ton second est formé pour prendre ta place ? Ah oui, non, j'ai dit, tu n'as pas fait le job. Si moi, je t'ai donné le job, tu aurais dû former. Donc, la mécanique, ce que je veux leur apprendre, c'est que l'idée de partager aussi. Ça va. De partager avec son second, le second, le troisième, etc. La machine infernale de former, de partager, de rien garder pour soi. Et cela oblige, quand on fait des écoles ou des livres, on est bien obligé, quand c'est les encyclopédies, on a commencé à faire des encyclopédies en 2002. Après, ces livres, ils sont dans les cuisines, tout le monde a pris dedans, donc on est bien obligé d'évoluer. Après, on fait la naturalité pour dire l'étape d'après la haute gastronomie, c'est une haute gastronomie de naturalité. Après, on dit on va enlever de la protéine animale jusqu'à faire Sapit, qui est un restaurant populaire, où on est à 95% végétalien. On utilise encore quelques copeaux de sardines séchées pour assaisonner, mais finalement on fait une saucisse de poisson bleu avec des lentilles, saucisse lentilles au poisson bleu. C'est meilleur pour la santé, c'est meilleur pour la planète, c'est des poissons pas chers, c'est des poissons dont on dispose. Ok, il faut faire une saucisse avec du poisson bleu, mais sincèrement, on n'en a pas besoin. Je ne suis pas en train de dire que je veux éradiquer l'idée de manger de la viande, mais on peut manger différemment. Et du coup, comment elle naît une idée comme celle-là ?
par exemple, un jour vous vous dites tiens, il faut monter un lieu qui regrouperait ces valeurs, cette vision, cette philosophie. Pour démontrer que la Vous gastronomie, appelez, elle peut servir à nourrir à 25 €. Pour dire que la gastronomie, ce n'est pas uniquement comme la haute couture, ça doit nourrir. C'est comme dans la mode, le prêt-à-porter. La haute couture doit nourrir le prêt-à-porter. La haute gastronomie doit nourrir la restauration quotidienne des Français ou des consommateurs partout dans le monde. On est capable de faire à manger jusque dans la rue. Et on a fait un burgal qui est un burger végétalien. D'accord. Bon, est-ce que c'est trop tôt, trop tard? C'est un peu tôt, mais on va l'imposer. La galette végétale qui s'appelle burgal, oui, un jour... j'espère, c'est ce que je poursuis, on dira donnez-moi un burgal et non pas un burger. Et du coup, ça donne quoi? Ça donne, vous êtes dans un avion, dans une voiture, vous avez une idée, vous revenez, vous atterrissez, vous dites il faudrait qu'on fasse ça. Oui, je prends des notes. Je suis toujours. Ah oui, un faire des post-it. post-it. J'ai des stocks de post-it que je relis de temps en temps. Je donne un coup de stabilo, je dis ah, ça j'ai pas fait, on va le faire. Mais alors quoi, vous appelez tous les gens qui gravitent autour de vous et J'attribue des sujets je donne des sujets à partager. J'ai une personne qui a un sujet, il faut qu'elle me revienne me voir pour me voir l'état d'avancement du projet. J'ai un projet. Mais J'ai un projet, on va devenir charcutier de la mer. Légumes marins et des algues. Algues, légumes, voilà, ça c'est un sujet sur lequel on est de manière très sérieuse. C'est un peu professoral du coup. C'est un an. Vous qui Un an avez de fui travail. vous qui avez Non, fui le non, lycée parce parce qu'il y a que une ça allait grande pas assez liberté. vite. Non, il y a une grande liberté on ne sait pas où on va, donc on cherche. Et tant qu'on n'a pas trouvé, on va chercher. Et on va compiler, on va amalgamer, agréger. On ne copie pas, on s'inspire, on se nourrit. Et après, Ouais. on va éditer notre histoire. Il faut raconter notre histoire. Et comment ils se déploient les gens qui travaillent avec vous? Parce que vous avez une idée très précise de ce que vous cherchez à chaque fois. Quand vous le décrivez, quand vous parlez de votre biscuit, comment on fait pour se déployer quand on travaille pour Alain Ducasse qui est à ce point? C'est de quoi doit être fait ce biscuit? Ou quelle texture il doit avoir? Ou quelle... En tout cas, je veux que quand je le goûte, je ne l'ai jamais goûté avant. Moi, je ne veux pas l'avoir goûté avant. Et il y a des bons biscuits. Hein. Ah ouais. Sur le marché français, il y a des pâtissiers, il y a des confrères qui font des bons biscuits, mais je ne veux pas l'avoir goûté. Le mien, je veux qu'il soit différent. C'est ça, c'est de cultiver sa différence. Je sais là où je veux arriver. Voilà. Et quand on décide de faire des biscuits, j'ai en tête très précisément la friabilité, la granulométrie, la notion de moins de gras, moins de sucre, bien évidemment. Donc ces biscuits sont différents, parce qu'on y a travaillé pendant 10 mois, 12 mois, avec les pâtissiers, avec Flora, qui est Madame Biscuit en charge maintenant. Donc on a affiné le trait. Alors ils sont différents. Ouais. Est-ce qu'ils sont meilleurs que les autres? Non, ils ne sont pas... je considère qu'ils sont meilleurs parce qu'on a décidé. Mais en fait, ils sont différents. Donc c'est ça qui me plaît, c'est de toujours ne pas me mettre sur la route habituelle, mais trouver une autre route qui séduit différemment. C'est un chemin de traverse. Moi, j'aime bien essayer de faire différemment. Vous parlez du biscuit et du goût. Il y a une phrase dans ce livre qui est troublante, c'est quand vous cherchez le goût. Vous ne l'avez pas encore, vous ne le savez pas, mais à un moment, vous savez quand vous le trouvez. Oui. Cet instant-là, il se dessine comment vous arrivez à vous dire qu'à un moment, il est à un endroit qui est juste. Parce que ça, c'est un mot qui revient tout le temps chez vous. Que ce soit juste. Mais hier soir, on a inauguré une boutique rue Saint-Charles à Paris. Je suis passé regoûter l'amertume du pamplemousse. C'est OK. C'était la bonne dose de sucre, c'est-à-dire peu, la bonne amertume, la bonne acidité, la bonne consistance. Bon, c'était juste. Voilà. C'est ce que j'imagine. Ça n'a pas dévoyé. Les pamplemousses ont changé depuis qu'on l'a mis au point. Et Matteo, il est capable d'éditer le goût qu'on a défini. À un moment donné, on dit c'est ce goût-là que je veux. Mmh. Et après, bien sûr, il faut le dérouler tous les jours. Hein. Les pamplemousses, ils n'ont pas toujours le même goût. Le café que Torrefiveda, il n'a pas toujours la même maturité, mais on va toujours faire le même café. C'est le talent de dire, à un moment donné, on a fixé un goût étalon de ce que l'on souhaite trouver, et après, il faut le dupliquer quotidiennement, avec des farines différentes, avec même le sucre évolue, les hygrométries, voilà, tout ça évolue. Mais l'idée, c'est de toujours affiner le trait en étant persuadé que le biscuit de demain il sera meilleur que celui d'aujourd'hui. Pour plein de raisons, on va affiner le trait. Ouais.
Alors ça peut vouloir dire plein de choses, hein. Ça peut vouloir dire aller à l'essentiel. Oui, enlever tout ce qui n'est pas, tout ce qui est inutile pour ne garder que l'essentiel. Et quand il n'y a que l'essentiel, il faut que le trait soit juste. C'est une forme de signature quelque part. Figer un goût par exemple, c'est signer quelque chose, c'est créer quelque chose. En tout cas, c'est de dire ça doit être comme ça, selon moi. Un jus, il y a toujours un point d'acidité, toujours une juste fluidité, une juste température, une juste harmonie avec le vin que l'on va déguster. Alors tout ça, c'est des années d'expérience. D'ailleurs, on n'a pas une formule, il n'y a pas une formule magique. Ouais. Donc chaque fois, il faut s'adapter en fonction du lieu où l'on se trouve, ce qu'on a décidé d'y proposer. On n'est pas bon tous les jours. Voilà, c'est comme ça. On essaye, mais très clairement, on n'a pas la juste humeur tous les jours pour être parfait partout. C'est pas vrai. Et les gens qui travaillent pour vous, du coup, comment eux ils font pour imposer la leur de différence quand on est derrière le nom Alain Ducasse? Ah non, mais ils proposent. Mes chocolatiers aujourd'hui, Quentin Guigneux est un chocolatier d'exception. Il a formé mon torréfacteur qui s'appelle Adonis. Adonis, c'est un garçon qui rentrait comme ouvrier, c'est-à-dire il n'avait jamais vu une fève de cacao avant de torréfier sa première fève de cacao. Aujourd'hui, c'est certainement le meilleur torréfacteur de cacao en France. Comme on est les seuls à être quasiment les seuls à être des grands artisans du cacao en France. J'ai visité notre nouvelle manufacture de chocolat dans Paris, dans le 20e. Hier, on est dans notre nouvelle manufacture, parce qu'on a déjà une manufacture 40 rue de la Roquette, derrière l'Opéra Bastille. Mais là, on se dote d'un outil de notre atelier. On fait un très très bel atelier. Dans quelques semaines, on va torréfier dans cet atelier. C'est un atelier d'exception. C'est le plus bel atelier de manufacture de chocolat qu'on puisse faire. C'est beaucoup de travail. Ça fait des mois. Voilà, on a recréé un lieu comme s'il existait il y a 100 ans. Voilà. Ce lieu va ouvrir dans quelques semaines. Dans quelques mois, il aura 100 ans. Il a été fait comme avec le bruit des machines. Voilà. Je sais exactement, quand je vais rentrer, l'esprit du lieu, comme je l'ai envisagé, comment le ferronnier l'a travaillé, comment il a soudé, comment la poignée, le carreau, le sol, l'évacuation. Ça, vous avez cette exigence, vous le dites dans le livre tout le temps, sur les lieux, ouais. Sur les objets, sur la manière dont ça va se composer, sur la manière dont on va accueillir les choses. On ne réussit pas tout, hein. On n'a pas tout réussi. Mais le biscuit, quand on pousse à bord du biscuit, c'est le lieu que j'aime, mon lieu. J'aime le lieu. Il raconte l'histoire des biscuits tels que je l'avais rêvé. J'avais rêvé que ce lieu il ressemble à ça. On l'a fait. Et il y a une différence entre les lieux et ce que vous proposez en cuisine, c'est que si en cuisine vous cherchez toujours la différence, dans les lieux, vous avez toujours respecté l'ADN d'un endroit quand vous Si on s'en va, où on crée quand le lieu n'a pas de talent, on crée le lieu. Mais si le lieu a un talent, on va le préserver pour que quand on est parti, le lieu a gardé son ADN originel, à défaut d'être original. Par rapport à vos projets et aux noms que vous citez, vous êtes très généreux parce que vous citez beaucoup de noms de gens qui travaillent avec vous, de gens qui travaillent pour vous, à vos côtés dans le livre. J'en ai oublié 4, c'est mon traumatisme. J'ai oublié 4 noms. Je me suis aperçu que dans les noms des gens que je cite, il y en a 4 et pas des moindres. Donc je mets un petit astérisque et un post-it pour lui dire « Je t'ai oublié, mais je viens de te rajouter. » Il y a un... Sur Recours des Trompes, parce qu'ils vont recevoir le livre avec une petite croix. Je les ai oubliés. Mais je savais qu'on allait en oublier quelques-uns. On a oublié. Aujourd'hui, on n'a identifié que 4. Ils sont nombreux. Votre nom, à vous, c'est quoi votre rapport à ça? Parce que votre nom, vous l'imposez très vite. On l'utilise le moins possible. Hein. L'utiliser quand ça justifie, ça incarne vraiment... le chocolat, c'est le chocolat Alain Ducasse, les biscuits, etc. Mais sinon, on est très économe je ne fais pas des chaussettes, je ne fais pas de produits... non, je fais pas de produits de grande distribution, je ne fais pas de 4x3, je fais pas de télévision, je fais très peu de cocktails mondains. Je suis invisible, en fait. Hein. Enfin, invisible dans votre milieu, pas vraiment. D'accord, mais je ne fais que mon métier. Oui, bien sûr. Mais c'est je parle de mon métier, j'ai dit de mon métier, j'enseigne mon métier. Oui, mais vous signez tout le temps. Oui. Tout le temps. Vous n'êtes pas obligé de signer. Oui. Le biscuit, c'est pas forcément celui d'Alain Ducasse, ça peut être un très bon biscuit. Oui, mais j'aime bien que... Je préfère le faire que le sourcer. Ouais. Je préfère le faire. Ouais, la solitude, le rapport à la solitude, quand on crée, quand on passe ce temps à aller en quête tout seul, vers les autres, à la rencontre des autres, certes, mais seul quand même. Il y a beaucoup de solitude, moi je trouve, dans ce livre, tout du long. Ah oui, parce qu'à un moment donné, il faut décider seul. La décision,
c'est pas collectif. Je fais le chocolat quand tout le monde est contre moi. Pas le dire parce que mes collaborateurs qui étaient opposés, aujourd'hui, ils sont dans l'aventure, mais ils étaient opposés. J'avais 100% d'opposition en disant c'est encore un caprice du chef. Ils appelaient ça les caprices du chef. Celui-là va nous coûter voilà. Et quand tout le monde a été contre, un matin, j'ai dit, je suis sûr que c'est une bonne idée. Je me suis levé un matin et j'ai dit, le chocolat, je vais le faire. Quand tout le monde était contre. Non, mais la vie, après, c'est pas que des décisions. C'est cette quête, vous la faites comme un... Voilà, seul sur ces chemins. Alors oui, c'est des décisions, oui, on les prend seuls, les décisions, mais il y a aussi la manière dont on partage les moments, la manière dont on partage votre vie. Moi, Après, je partage. Hein. Ah bah je vois, vous êtes tout le temps... Après, je partage. Je décide et après, je partage. En fait, je donne... voilà. Vous voulez prendre ma place, prenez ma place. Hein. Vraiment. Elle va faire le café. Ouais, fais le café. Ouais. Ça te dérange? Ça, c'est la machine qu'on a là. Le fabricant, il a commencé en 1895 sur les collines de Florence. Je suis allé le voir. Le grand-père vient de décéder. Voilà, et on l'a décapoté. On a re-rangé les fils. Ils n'avaient jamais vu qu'ils avaient une machine aussi belle dans leur capot. C'est la Rolls des machines à café au niveau mondial. C'est la Marzocco. C'est quasiment les inventeurs du percolateur en 1895, je crois. Et on l'a décarrossé, on a fait une vitre bombée. Mes designers sont allés là-bas, les petits cigus, là, je suis fâché avec eux maintenant, mais ils sont allés ranger les fils, on a recalé les vis. Ils n'avaient jamais vu leur machine de l'intérieur. Enfin, ils ne s'étaient jamais intéressés de dire on peut la voir. Voilà. Ça, c'est une pièce d'exception. Donc, ça fait pas un café meilleur, mais moi, c'est meilleur pour mon œil de voir l'intérieur de la machine. Ouais. Maintenant, je suis devenu ami avec le président, hein. C'est un Italien de Trieste. Là, il m'a dit qu'est-ce que tu nous fais chier de vouloir regarder dans ma machine. L'intérieur de la machine. Ouais. Mais bon, les soudures sont tellement parfaites qu'il faut montrer c'est quoi une machine à café. Une machine à café, c'est le moteur, c'est une Lamborghini en fait. C'est comme le moteur de la Lamborghini quand c'est transparent. Pareil. Alors, je vous rassure, hein, il y a plein de clients qui vont se dire putain, la machine n'a même pas fini. Qu'est-ce qu'on enfin, 15% des clients se disent c'est quoi cette machine de merde. Mais c'est pas le sujet, puisque vous la regarderez tout à l'heure, c'est au cordeau, quoi. Mais alors du coup, c'est quoi qui vous fait carburer, vous, par exemple? Parce que ça, la machine, c'est tout vous. Enfin, moi, je sais d'où vient le bar, je sais d'où viennent tous les verres. Là, il y a une collection de verres d'exception. Mais c'est une maîtrise totale? Non. Bah quoi, non, bah si, vous êtes tout le temps en maîtrise. Non, je ne suis pas en maîtrise, non. En connaissance? Je ne maîtrise pas tout. Hein. Oui, je ne suis pas... En tout cas, ce qu'il y a là, je connais le sujet, je connais le dossier. Et c'est quoi qui vous anime quand vous allez choisir tout ça? Vous savez d'où ça vient? De savoir si ça va marcher ensemble. Alors, il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord sur ce lieu. Hein. C'est pas grave. En tout cas, ça ressemble au lieu que j'avais imaginé. En lisant le livre, je me suis dit qu'il y avait un goût pour la cuisine et qu'il y avait un goût pour la création au sens large, voire l'entreprise. Le goût d'entreprendre, il est presque aussi présent oui, bien sûr. Que le goût de la cuisine. Oui, bien sûr. Ah oui. Le goût d'entreprendre. On sent même que c'est ça qui est stimulant. Le goût du risque. Hein. Non, mais le goût de prendre des risques. Hein. On est toujours en risque. Quand on entreprend, on prend quand même le risque que ça ne marche pas. Hein. On n'a pas tout réussi, mais on aura bientôt tout essayé. C'est ça l'idée. Oui, bien sûr, je dis. Oui. Ah ouais. On n'a pas tout réussi, mais on a bientôt tout essayé. Et tout n'a pas marché. Hein. Mais oui, il n'y a pas beaucoup de place pour l'échec dans le parcours et dans le livre. L'échec, et New York. Non, New York qui cristallise à un moment quand même dans le livre. Ouais, mais même pas. New York, c'est des décisions, c'est pas des échecs, c'est des décisions. C'est des décisions de pas continuer à New York. C'est que j'en ai marre des syndicats et de la puissance des syndicats. Et les syndicats m'épuisent. Et je dis, un des plus beaux jours, c'est de fermer New York. Parce que j'étais épuisé. Alors là, c'est pas bien de dire ça, parce que les syndicats savaient très bien que c'est à cause d'eux que j'ai fermé. Je dis, c'est un beau jour, parce que je me suis débarrassé d'un poids. Ouais, d'un poids. Ouais, puis il y a l'idée de l'association aussi. Vous parlez de cette idée d'association au début où vous dites, il y a un truc où on est d'accord sur rien, ça c'est des leçons d'entrepreneur. Ah oui, le coup. On est d'accord sur rien. Le jour d'ouverture, on est d'accord sur rien. Ni sur le prix du cocktail, ni sur la tenue de la serveuse, ni sur le prix du menu, ni savoir si c'est crêpes Suzette ou soufflé. On est d'accord sur rien. Le jour d'ouverture. Ça a duré 2 ans. On a résisté pendant 2 ans. Mais en fait, on s'est trompé parce que
le design était... on est passé à côté parce qu'ils pensaient qu'on n'avait pas fini les travaux. Et on avait mis beaucoup d'argent. Ça nous a coûté un peu d'argent, mais on a appris. On a appris qu'il ne faut pas avoir raison trop tôt. On a appris à avoir raison trop tôt, Ça isole. c'est trop tôt. Trop tôt, c'est trop tôt. Ça isole. Ouais. Moi, je vais à New York sur un coup de fil. J'ai le directeur général de l'hôtel Essex House, qui est un Égyptien d'Alexandrie, qui s'appelle Ibrahim, me téléphone un jour parce que je le connaissais. Et Ibrahim a été le directeur dans un hôtel d'un ami à moi à Washington. Et Ibrahim m'appelle, il me dit « Alain, je cherche un chef pour New York, pour mon restaurant, dans l'hôtel Essex House, etc. Blablabla. Et il faut qu'il soit comme ça, comme ça et comme ça. » Et il me dit « Et vous, ça vous intéresse pas ?» Je lui dis « Ça m'intéresse, Ibrahim. » Voilà. Mais ça m'intéresse. Je lui dis « Je vais venir, si vous voulez, je viens la semaine prochaine pour voir le restaurant. » Voilà, ça s'est passé comme ça, au téléphone. Je suis allé la semaine d'après, puis après on a ouvert le restaurant. J'ai embarqué une jeune assistante qui n'était jamais allée aux États-Unis. Voilà, on a appris. On a appris, ça a été violent. On a appris les... Vous dites ça a été violent avec le On a sourire, appris vous, les grèves, on a tout appris. On a appris violent. Ouvrir à New York un restaurant, quand on n'a aucune idée de rien sur les lois, on a appris. Mais il n'y a rien qui vous effraie jamais? Vous dites pas... Si, justement. Non, mais bien sûr, vous y allez, là, vous dites c'est violent, vous souriez. Oui, mais c'est effrayant, oui, bien sûr. Et ça l'amuse. Le fil, vous l'imaginez parfois là? Alors vous n'avez pas encore tout essayé, donc j'imagine que vous allez me dire que le but dans les 10-15 prochaines années, c'est de tout essayer, mais quand vous l'imaginez, ça se traduit comment, concrètement? Alors oui, d'autres manufactures? D'autres métiers. D'autres métiers, oui. Un ou deux. Pourquoi? Pour apprendre? Oui, pour apprendre, puis pour faire une proposition différente. Et c'est quoi, in fine, devenir charcutier de la mer. Charcutier marin, ouais. C'est pas facile. Hein. On n'y est pas, hein, mais le chemin on a décidé, on va y arriver, je pense. Vous avez décidé? Oui, on a décidé, j'embarque quelques personnes. Hein. Vous décidez, puis après vous faites une team, c'est comme ça que ça marche. Ouais. Vous pensez parfois à l'image que vous renvoyez dans le milieu, dans le métier, où j'ai l'impression que on s'en contrefou, là. C'est pas le propos. Ah non, oui, je n'ai pas dit ça. J'ai dit pardon, j'ai présagé. On lui donnera ça. Là. Ah, il y a un défaut sur l'assiette. Ouais. Elle n'a pas fait attention à ce qu'elle a fait. Elle n'a pas regardé si l'assiette était parfaite. Donc il faut qu'elle apprenne. Ah oui, mais c'est la faiblesse de l'esprit. Mais vous ne relâchez jamais. Mais non, mais c'est amusant. Je suis sûr qu'il y a un truc ébréché, c'est pour moi. Et ça va lui faire une leçon. Tous les jours comme ça. Et vous pensez l'image que vous renvoyez justement à ces gens, à tous ces gens, vous en jouez? Mais si elle se rappelle qu'elle ne va plus envoyer d'assiette ébréchée, c'est parfait, j'ai pas perdu mon temps. Ça sert à quelque chose. Ouais, mais c'est toujours comme ça avec vous. Ça part de vous, mais c'est très altruiste. Il y a un truc qui est très contrasté en fait. Ah oui, il faut qu'elle apprenne. Parce que mon grand-père me disait, bien faire ou mal faire, ça prend le même temps. Ouais, t'as qu'à choisir de bien faire d'abord, comme ça t'as pas besoin de le refaire. C'est simple. Ouais. J'ai retenu ça. Et donc il faisait bien la première fois. Comme ça évité de refaire. Mais c'est valable aujourd'hui. Hein. Et mal, il faut refaire. Donc ça prend 2 fois le temps. Donc vous m'avez bien faire la première fois. Vous donnez combien de temps pour tout découvrir ou tout essayer là, dans ce que vous avez encore? Vous y pensez parfois ou pas? Non, j'en ai plus à découvrir que ce que j'ai vu. Mais vous y dramatique. Pensez? Ouais. Je ferais bien que ça. Je ferais bien que découvrir. Et un jour, je vais décider de ne faire que découvrir, de ne plus faire, mais de découvrir. Et du coup, là, il n'y aura plus de signature, il n'y aura plus rien, il n'y aura plus de... Si, je continue à améliorer, tout est améliorable. Hein. On a beaucoup de choses à améliorer. Le trait, là, c'est pour laisser... Vous y pensez à la trace que vous allez laisser? Non. À l'héritage? Vous y pensez pas, vous avez écrit Alain Ducasse dans le monde entier. Ça vous intéresse? C'est pas ça pour ça. Je fais pas ça pour ça. Je m'occupe pas de savoir... Ça m'intéresse pas beaucoup. Ça m'intéresse pas. L'important, c'est que je vais transmettre en connaissance. Les écoles, ça m'amuse, les écoles. Ouais. Oui, mais vous avez quand même la volonté de... Parce que l'homme aux portées économiques des écoles
la France. Et j'espère que à l'école à Meudon, on a 340 élèves là, en ce moment, 250 à Yssingeaux, donc 340, 400, 500, 600, on a 600 élèves. Je pense qu'on a 80% d'étrangers, 85% d'étrangers. On a 75 passeports différents. Bon, voilà, quand ils vont rentrer chez eux, ils vont plutôt importer du vin français dans leur pays, de la vaisselle, de l'esprit français. Enfin voilà, l'ombre portée économique de ces jeunes élèves venus du monde entier, c'est colossal. C'est pour toute leur carrière, ils vont être marqués du sceau de l'esprit français, de la gastronomie française, de l'art de vivre à la française. C'est un truc qui vous anime de le porter, ça, oui. de faire rayonner la France. Vous prenez souvent position, on lit souvent des choses de vous dans ce sens, qui vont dans ce sens. Qu'est-ce qui vous... Enfin, moi, ça m'amuse. Aux Philippines, il y a une rue, il n'y a que des anciens de l'école des Philippines. Il y a que le bar, c'est un ancien. La rue, parce qu'on a été les premiers à enseigner la cuisine française aux Philippines, dans les premiers en tout cas. Eh bien, les jeunes, ils sont sortis. Maintenant, ils sont restaurateurs. Ils ont des bars, ils sont un family manager dans les hôtels. Enfin voilà, c'est bien. Ils ont utilisé ce qu'on leur a appris pour faire la cuisine avec des produits des Philippines. Donc ils ont amélioré le quotidien de la restauration aux Philippines. Comment on fait du coup pour exister personnellement quand on a cet appétit pour gérer ce qui peut incomber dans la vie de tout un chacun, quand on est obsédé par l'idée d'aller vers des projets qui nous éloignent de notre chez nous, par exemple, de nos racines, de notre famille. Comment on concilie tout ça ? Est-ce qu'on le concilie d'ailleurs ? On fait avec. Enfin, je gère chaque jour de manière différente avec une capacité d'adaptabilité obligatoire en fait. C'est pas de savoir si je peux m'adapter, c'est je dois m'adapter. Tous les jours, chaque jour est différent. Je fais ce qu'il y a à faire, je fais le job. Mais il faut y trouver du plaisir. Hein. On fait le job. Est-ce que c'est toujours facile ? La réponse est non. Je ferais bien que découvrir, mais bon, j'ai d'autres choses à gérer que de découvrir. Je fais ce qu'il y a à faire. Avec plaisir. C'est là où je dis le labeur, oui, moi j'ai des journées laborieuses. Il n'y a pas que... Hier j'ai découvert un truc, j'ai rencontré une personne, je ne vais pas aller dans le détail, mais j'ai vu un truc, je suis tenté de faire, j'ai vu un truc, voilà, j'ai dormi dessus, normalement je dors dessus, je dis, est-ce que demain... je vais continuer, il faut que je redorme une nuit dessus pour savoir, lundi ça ira mieux. Est-ce que je vais aller ou pas, où je me branche, où je me débranche, je ne sais pas encore, mais j'ai besoin de maturer ma réflexion pour... l'intuition, pour voir si elle s'installe ou pas, si elle est viable. Ouais. Et on ne fait pas tout bien, hein, mais on assume nos risques en fait. Hein. Ouais, mais quand vous dites que c'est laborieux, c'est un labeur que vous imposez vous-même, vous devez vous fatiguer, parfois vous devez vous dire Oui, mais la fatigue elle est saine. C'est sain d'être fatigué. C'est sain intellectuellement de faire fonctionner son esprit. Ah oui, mais il faut tenir. Hein ? Il faut tenir. C'est une décision. Ben oui, c'est une décision. Quand je rentre d'un tour du monde, je vais prendre une douche et je commence ma journée là où j'arrive. J'arrive demain matin à Tokyo. Ma journée, elle commence à 7h. Je fais ma journée comme si j'avais dormi à Tokyo. C'est une décision. Mais sinon, ça ne marche pas. Hein. Mais ça, vous l'avez entrevu très tôt, ça, de vous dire oui, ça, parce que vous avez bien vu qu'autour de vous, ça fonctionne pas toujours comme ça. Vous l'avez remarqué quand même. Je sais pas, moi. J'aimerais bien que ça fasse école. Y compris pour ça. Oui, forcément. Voilà, vous l'avez compris, entre autres choses, ce qui caractérise ce chef, c'est une forme d'ambition. Et finalement, pas celle de voir son nom briller partout. Ce qu'il poursuit, c'est l'inconnu. Un produit, une saveur qui lui aurait échappé, une culture, une approche, une technique, une autre manière de, qu'il pourra digérer pour à son tour écrire autre chose et ainsi éditer, comme il dit, une nouvelle page de son histoire avec la cuisine. Il ne veut pas refaire, il veut faire différent et pour cela, il ne lâche pas. Des sacrifices, on imagine qu'il en a fait, mais pour lui, je crois qu'on ne peut pas parler ainsi. Il poursuit un chemin qui ne tolère pas la pause, il veut aller au-delà et pour ça, comme il dit, il fait le job. Dans son voyage, ainsi, il emmène des centaines de personnes. Car s'il est exigeant, il a le goût de transmettre à condition, bien sûr, qu'en face, on réponde et on démontre son envie, sa curiosité et
une bonne dose d'énergie. On est sorti sonné par cette rencontre. On était, je dois l'avouer, un peu décontenancé. On s'est dit, my God, on s'est fait boxer, on va rien en tirer. Et finalement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je crois qu'il en a dit pas mal de ce qui le nourrit et l'anime, de la manière dont il écrit son chemin et de ce qu'il attend de la vie. Je ne sais pas si je pourrais suivre Alain Ducasse, mais je comprends toutes celles et ceux qui s'enthousiasment à son contact et veulent embarquer à ses côtés. C'est contagieux. Merci, chef, pour cet entretien. On a compris maintenant que vous avez un rapport autant particulier que 2 heures pour nous. C'est une journée sur votre méridien. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci d'être de plus en plus nombreux à suivre notre podcast qui ne lâche pas son ambition. Savoir qui sont les chefs qui font vivre notre gastronomie pour mieux comprendre comment elle s'écrit. Je vous le dis toujours, mais notez notre podcast, laissez des commentaires sur votre plateforme, ça nous aide à nous faire connaître. Écrivez-nous sur Instagram, @chef_podcast. On adore vous lire et ceux qui le font le savent, on répond toujours. Alors on suit la méthode Ducasse, on pense déjà à l'épisode d'après. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau chef. Salut!